coup de gueule contre ces souverainistes, qui bien souvent sont par ailleurs des poutinolâtres, qui font de la reductio ad Hitlerum à tout propos. Ils arrivent même à comparer l'Union européenne à l'Union soviétique, tout en soutenant un Poutine qui fait dédicacer des statues à la gloire de Lénine à Volgograd. Logique de l'équation, zéro. Donc on traque le nazi imaginaire chez l'autre. On sait qu'il y a dans les troupes russes, comme dans les troupes ukrainiennes, des militants ultranationalistes qui peuvent se référer à la symbolique des Allemands de la période 1933-1945. C'est un fait. Mais il y en a des deux côtés. Et ce sont des cas relativement marginaux. Lorsque vous regardez les scores électoraux des partis nationalistes en Ukraine et en Russie, c'est très faible. Alors, Russie, on pourrait dire que c'est aussi neutralisé par le pouvoir russe en place, mais en tout cas, ça reste très marginal. Il est logique aussi que les plus nationalistes s'en revendiquent, et les plus nationalistes en général sont les premiers à aller se battre. On sait aussi qu'il y a, par ailleurs, des païens, qu'on appelle des renovieri, fidèles de la foi ancienne, des deux côtés. Ce n'est pas un souci. Mais c'est pour dire que, en réalité, Ukrainiens et Russes qui s'affrontent sont fondamentalement proches. Là est le paradoxe, et là c'est aussi ce qui est triste d'une certaine manière. C'est que voilà deux peuples qui finalement sont extrêmement proches et s'affrontent durement pour des gains de territoire ridicules. Bon. L'idée, en tout cas, que je vais vous développer, c'est donc ce réflexe systématique de nazification qu'on connaissait à l'extrême gauche et maintenant qui se développe un peu partout. Lorsque Geoffrin qualifie une figure de valeurs actuelles de fasciste, eh bien, évidemment, ça choque. Mais c'est exactement la même chose que ceux qui passent leur temps à dénoncer les ukronazis ou que ceux qui passent leur temps à caricaturer, par exemple, Ursula von der Leyen en sorte de turiféraire du Troisième Reich. Tout cela est ridicule. Tout ça, c'est l'argumentaire souverainiste à la Asselineau qu'on connaît bien, qui invente des origines nazies à la construction européenne, alors que celle-ci est née en partie de la résistance et aussi, bien entendu, des alliés à l'Ouest. S'il y a eu une CE dès 1957, certes les Américains l'ont accepté, ils l'ont encouragé éventuellement, mais ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'époque antérieure. Ce qui est sûr, c'est que le peuple allemand a survécu au Troisième Reich, heureusement pour lui, et qu'un certain nombre d'acteurs de l'époque post-1945 ont été, de fait, associés à ce régime. Si Adenauer était un dissident clairement allemand, ce n'était pas le cas de tous. Et donc, effectivement, dans une seconde vie, si on peut dire, post-totalitaire, un certain nombre de gens qui étaient des seconds couteaux du régime antérieur ont eu une nouvelle carrière. Ça a amené quelqu'un comme Walter Hallstein, effectivement, à être le premier président, tout simplement, de la Commission européenne. Et s'il a été choisi, évidemment, ce n'était pas au nom de ce passé qui était le sien, mais c'est en dépit de celui-ci. Donc, c'est très facile d'expliquer, par exemple, que von der Leyen a pu avoir des ascendants qui étaient associés au régime antérieur, qui ne l'étaient pas à part les résistants, qui étaient peu nombreux à l'époque, à l'origine. Donc, c'est complètement débile. D'abord, on n'est pas héritier de la pensée ou des choix de ses ascendants. Heureusement. Et de ce point de vue-là, l'argument est ridicule. Donc, il y a systématiquement une nazification. Certains individus m'ont expliqué que l'Union européenne était un projet racialiste. Les mêmes sont sans doute ceux qui vont dénoncer l'ouverture des frontières et l'immigration. Il faudrait m'expliquer. Si l'Union européenne est, comme le prétend Asselineau, animée par une idéologie qui veut, entre guillemets, rester entre blancs, alors, pourquoi l'accuser d'être responsable de l'immigration? Il y a un truc qui colle pas. Tout cela n'a aucune cohérence. Alors, récemment, on m'oppose encore un personnage qui est un dissident soviétique, qui a vécu aux États-Unis, et qui s'appelle Boukowski. De Boukowski, il y a un extrait qu'on nous balance systématiquement, où il dit « J'ai vécu dans votre futur », et globalement, c'était la nouvelle Union soviétique. D'abord, le propos de Boukowski date des années 90, je crois, donc il est ancien. Il n'est pas si clair que cela désigne l'Union européenne en tant que telle.
Et c'est pas la figure la plus marquante euh, de la dissidence. On pense notamment à Solzhenitsyn, éventuellement à Sakharov. Bon. Et peu importe, de toute façon, combien même aurait-il dit cela, que ça ne prouve rien. Qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre d'abord la profonde méconnaissance historique, consciente ou inconsciente, des gens qui utilisent cet argumentaire contre l'Union européenne ou contre les autres. C'est évidemment l'inculture. Par exemple, de nous parler de Bandera en permanence sans tenir compte du contexte historique, qui est quand même déterminant. Et c'est ressasser la propagande de Moscou directement, alors qu'effectivement, les choses sont beaucoup plus compliquées. Si on prend la grande guerre patriotique que Poutine évoque constamment, il vient de le faire d'ailleurs, lui aussi, parce qu'il pratique abondamment la réduction des clérum, en parlant des chars léopards de l'Allemagne fédérale et démocratique, livrés à l'Ukraine. Il dit, voilà des chars allemands, des léopards, avec en plus la fameuse croix noire, c'est-à-dire la croix militaire allemande qui a été conservée, qui était antérieure bien sûr au nazisme. Alors, il n'y a pas eu de léopards envoyés contre l'Union soviétique, hein, c'était des tigres, mais au-delà de ça, on voit bien la symbolique. Je rappelle simplement que c'est l'État russe actuel qui a envahi l'Ukraine. C'est pas l'inverse, pour une fois. Donc la comparaison n'est pas forcément raison. Mais on voit que Poutine nous délivre maintenant un discours antifasciste, ce qui est assez absurde. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des extrémistes du côté ukrainien, mais ça ne veut pas dire que ces extrémistes sont les représentatifs de l'ensemble du pays. Ou de son dirigeant. Donc tout cela, c'est n'importe quoi. Mais à la rigueur, c'est le jeu des Russes d'utiliser cette mémoire historique. Parce que l'Union soviétique est encore présente dans l'esprit russe, malheureusement, car il n'y a pas eu le procès du communisme, il n'y a pas eu le procès du RSS. Ce qui est navrant, parce que quand on voit des statues ou des portraits de Staline, qui est d'ailleurs le plus grand tueur de Russes de l'histoire russe, je rappelle cela, avant même les Ukrainiens et les autres, c'est choquant, et c'est choquant d'abord pour la propre mémoire du peuple russe. Valoriser un tyran, un autocrate, qui par ailleurs était animé d'une idéologie qui n'est pas très éloignée, quand on y réfléchit bien, de celle de l'Allemagne voisine des années 30, c'est quand même problématique. Donc c'est le vainqueur de Stalingrad, c'est le vainqueur donc du nazisme, en oubliant qu'il y a eu 1 million de soldats russes dans la Wehrmacht, en oubliant aussi que le régime totalitaire soviétique faisait abattre les Russes qui ne voulaient pas se battre, etc. Bon. Tout cela aussi, on l'oublie, parce que ça n'a pas été magnifique. Bien sûr, le peuple russe a gagné face à l'Allemagne, aidé aussi par le matériel américain, c'est incontestable. Leur premier allié dans cette victoire est l'Allemagne elle-même, car l'antislavisme du régime hitlérien a beaucoup facilité les choses. Au départ, les Ukrainiens et même les Russes accueillaient les troupes allemandes en libérateurs, avant de déchanter, de se rendre compte que c'était des oppresseurs peut-être pires que les communistes. Le choix a été assez logique. Indépendamment de Staline, le peuple russe luttait pour sa propre survie face à un régime d'une haine antislave absolue. Et c'est bien légitime qu'ils se soient battus, et c'est normal qu'ils aient vaincu, comme ils ont d'ailleurs vaincu Napoléon Bonaparte, qui n'a pas été capable de casser le servage ou d'apporter le code civil et le code pénal au peuple russe. Bon. Fin de la parenthèse. Donc, l'argumentaire antifasciste est grotesque, qu'il soit celui de Poutine ou celui des souverainistes français. Mais je dirais qu'il est plus pathétique encore chez les souverainistes français, qui sont eux-mêmes victimes d'un procès en fascisme systématique par la gauche. Car la gauche ne fait pas trop de subtilité entre l'identitaire, nationaliste, souverainiste, etc. Elle range tout dans le paquet cadeau extrême droite, voire au-delà. Et donc, évidemment, avoir les mêmes méthodes, c'est pathétique. On a vu finalement, dans les rues de Paris, apparemment il y a quelques jours, une manifestation avec des drapeaux soviétiques, de partisans de la Russie. Eux aussi ne font pas trop la distinction entre Russie et Union soviétique. Il s'agit visiblement de communistes proches du PRCF. Donc là, on est du côté quasi stalinien, a priori, hein, qui sont tombés nez à nez avec des pro-ukrainiens. Bon. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse encore, en France et en Europe, défendre l'héritage soviétique quand on connaît l'histoire de ce régime. Mais, par exemple, il n'est pas poursuivi pénalement le fait de nier les crimes du communisme. Certains ne s'en gênent pas sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est lamentable. Alors, ce souverainisme français qui se teinte finalement de néo-communisme pro-Poutine est assez triste, assez minable.
Moi, sur cette position russo-ukrainienne, vous le savez, ma position, évidemment, essaie d'être relativement subtile, c'est pas toujours facile, donc on prend des coups de tous les côtés. Et j'en profite pour en parler, puisque c'est un petit peu indirectement le sujet. Bon, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Poutine, c'est d'être russophobe. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire au régime actuel de Moscou, c'est de taper sur le peuple russe. Certes, me dira-t-on, les Russes soutiennent massivement Poutine. Ça reste à prouver, et de toute façon, ils sont victimes d'une désinformation totale, qui n'est pas le propre de la Russie, disons-le clairement. La désinformation, elle est globale, dans un camp ou dans l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle existe des deux côtés. Or, il y a un storytelling, si on peut dire, de Poutine concernant cette guerre, qui pendant longtemps n'a pas été appelée guerre par le régime russe, et qu'il développe vis-à-vis du peuple russe. C'est-à-dire l'idée que les Russes sont les victimes. Ce ne sont pas des acteurs, mais des victimes. Et donc, Poutine ne fait que défendre la Russie. Il n'est pas dans l'offensive. Évidemment, c'est l'argumentaire classique. Il est plus facile de justifier une action de défense qu'une action offensive. Donc, c'est la Russie qui est la victime des Occidentaux et de l'OTAN. Voilà. C'est elle qui est victime et elle n'a fait que se défendre face à une attaque imminente prétendument prévue, face au fait que l'Ukraine rentrerait dans l'OTAN, alors qu'il n'y avait aucune chance que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, et il suffit de voir comment la Suède, rien qu'à cause de la Turquie, a du mal à y rentrer. Voilà, donc il y a un discours atlantiste vis-à-vis de la Russie, il y a un discours russe vis-à-vis de la Russie, qui essaie aussi de se développer à l'égard de ses partisans ailleurs, et le QI moyen de l'argumentaire de chacun est assez bas. Donc l'Union européenne est qualifiée généralement de troisième ou de quatrième Reich en fonction des auteurs. Systématiquement, on ressort les symboles de cette époque-là et on les associe à l'Union européenne. Donc l'Union européenne, d'abord, c'est une Europe des États. Ces États sont considérés comme des égaux, même s'il y a des rapports de force entre les États les plus riches, les plus prospères, Allemagne, France, etc., et les autres. On voit bien, par exemple, que Giorgia Meloni, à la tête de l'Italie, ne peut pas faire ce qu'elle veut. Bon. Mais ça n'a pas grand rapport avec un régime totalitaire. J'aurais tendance à dire, d'une manière générale, où sont les lagers et les goulags de l'Union européenne? Nulle part. Vous avez parfaitement le droit de critiquer l'Union européenne, vous avez cette possibilité de le faire partout, y compris sur les réseaux sociaux. Philippot n'est pas poursuivi lorsqu'il s'attaque au drapeau de l'Union européenne. Donc, où est le rapport avec l'Union soviétique? Où sont les dissidents de l'Union européenne? Donc tout cela, évidemment, est grotesque. Où est le politburo de l'Union européenne? Alors que ce sont les chefs d'État et de gouvernement élus qui dirigent. La comparaison entre l'Union européenne et l'Union soviétique est grotesque. Quant à la comparaison entre l'Union européenne et le Troisième Reich, même tarif. Où est l'antisémitisme d'État de l'Union européenne? Il me semble qu'il n'y en a pas. Où est le racisme d'État de l'Union européenne? Y a-t-il l'apartheid? Y a-t-il des lois comme aux États-Unis dans les années 60? Je ne crois pas. L'Union européenne n'a pas l'air de s'opposer à l'immigration. Au contraire, elle semble être plus ou moins favorable, à la star du gouvernement allemand actuel et du gouvernement français actuel, car Macron et Scholz veulent continuer d'ouvrir la porte. Et de plus en plus, même. Est-ce que c'est l'Union européenne? Non. Donc, l'Union européenne, évidemment, n'est pas un système totalitaire, c'est un régime mou, c'est un régime faible, qui n'a pas réellement de pouvoir. Par ailleurs, les mêmes à nous expliquer cela nous disent que l'Union européenne est la vassale des États-Unis. La relation entre l'Union européenne et les États-Unis est compliquée. Elle ne se résume pas à cela. C'est finalement un système double. Il y a une part de l'Amérique qui souhaite la construction européenne, à condition effectivement qu'elle soit soumise à l'atlantisme. Il y a une part de l'Amérique qui refuse par principe toute Europe politique, qui veut empêcher l'Europe de s'unir, et qui fait tout pour jouer les divisions, pour appuyer sur les blessures du continent. Hier, l'ex-Yougoslavie, aujourd'hui, l'Ukraine. Bon, tout cela est évident. Il y a une action américaine, elle est connue, c'est empêcher l'Europe unie. Désolé de dire, dans ce cadre-là, que l'action de Poutine contre l'Ukraine a fait le jeu de tous les russophobes de Pologne et de Lituanie, entre autres, et a surtout fait le jeu extraordinaire des États-Unis. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, ça a parfaitement bien joué, puisque ça a renforcé l'OTAN comme jamais, et donc ça a renforcé la domination américaine sur le reste de l'Europe. Poutine a réussi l'exploit de renforcer la soumission de l'Europe aux États-Unis, tout en disant que l'Europe arriverait un jour à retrouver sa souveraineté. Car il a dit ça il y a quelques jours. Mais il ne nous aide pas, en tout cas, à le faire. Parce que son action, qui repose, je suis désolé de dire, sur des choses qui n'avaient pas de réalité objective, eh bien, a été désastreuse pour l'Europe.
Ça amène d'ailleurs la Russie à lécher les pieds de l'Afrique, de la Chine, etc. Donc le nouveau tiers-mondisme de Poutine, qui est assez grotesque. On voit Lavrov assis du côté de chez Mugabe. Hein, donc il faut voir d'ailleurs le soutien extraordinaire des pays vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire que la Chine soutient la Russie, mais est quand même prudente. L'Inde continue de faire du commerce avec la Russie, mais n'approuve pas nécessairement ses actions. Et puis, les alliés, c'est la Corée du Nord, c'est l'Iran, c'est le Venezuela, c'est Cuba, c'est la Biélorussie, bien sûr, et c'est quelques aussi dictatures africaines, etc. Franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Donc tout cela, évidemment, est absurde. Diviser l'Europe en deux, ce que voulaient les États-Unis, ce que veulent les souverainistes qui veulent nous diviser en 46, 46 morceaux impuissants chacun, eh bien, c'est aussi la faute en partie de Poutine. Comme je l'ai dit, il y a une responsabilité américaine qui existe, certes, mais qui est diffuse et qui n'est pas immédiate. Et il y a aussi une erreur stratégique profonde de la Russie néo-impériale qui veut sa revanche, alors qu'en réalité, elle a été libérée du communisme, qui est un régime totalitaire, qui n'est absolument pas l'héritier réel du peuple russe. Le bolchevisme n'a pas fait que tuer la famille impériale. Le bolchevisme, qui a été un coup d'État, parce que je rappelle que c'était un coup d'État de octobre 1917, évidemment, n'a pas de légitimité. C'est un régime totalitaire qui n'a même pas eu l'excuse de gagner les élections. À l'issue d'une guerre civile terrible pendant plusieurs années, il y a eu ensuite une épuration terrifiante, découlakisation, ce qui n'a pas créé que le Holodomor chez les Ukrainiens, mais aussi d'abord chez les Russes. Un système répressif qui ne prendra fin qu'en 1953 avec la mort de Staline, alors que ce dernier s'apprêtait à mener une grande politique antisémite, le rapprochant d'Hitler. Parce qu'il faut aussi rappeler cela, le complot des blouses blanches était l'annonce d'autre chose. On le sait tous, ça a été démontré par de nombreux historiens. Et donc, défendre Staline aujourd'hui, c'est lamentable, c'est tout, ça n'est pas acceptable. Que ça ait lieu en Russie parce que beaucoup de Russes ont la nostalgie de Brejnev, ce qui n'a rien à voir avec Staline, c'est comme ça. On peut le regretter, mais comme le procès du communisme n'a pas été fait, voilà. Que en France, il y ait des gens pour se revendiquer de ce personnage, là c'est lamentable. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule général, qui en dépasse la question du souverainisme, mais voilà, j'en ai assez de voir cette systématisation de la réduction ad Hitlerum, ou de la réduction ad Leninum, si on peut dire, à propos de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas, telle qu'elle est aujourd'hui, ce que je défends. Je défends une Union européenne 2.0, je défends une réorientation de l'Union européenne vers une Europe identitaire et unitaire, c'est important de le dire, mais je ne veux pas non plus laisser ce genre de discours ridicule. Voilà. Non, l'Ukraine n'est pas nazie, c'est faux. Non, l'Union européenne ne l'est pas, évidemment. Non, ses dirigeants nommés par les chefs d'État et de gouvernement, qui sont des seconds couteaux, ne le sont pas. Voilà. Scholz et Macron ne le sont pas non plus. Ça n'a aucun rapport, ça n'a pas lieu d'être, ce débat n'a pas de sens. Nous ne sommes plus dans les années 30 ou 40, il serait peut-être temps de se réveiller. Ceux qui se disent antifascistes se trompent de siècle. Ceux qui fascisent les autres, à l'instar de Geoffrin, donc là aussi, contre, je crois que c'était, parce que j'ai eu du mal tout à l'heure à retrouver son terme, son nom, donc c'est un des rédacteurs en chef de Valeurs Actuelles, qui s'est donc fait insulter. Alors je vais retrouver quand même le nom parce que ça m'agace de ne pas retrouver ce nom-là. J'ai des problèmes avec la mémoire des noms, j'y peux rien, c'est comme ça. Je n'arrive pas à retenir les noms des figures relativement secondaires de notre espace politique. Voilà, c'est Geoffroy Lejeune, ça me revient maintenant. Voilà, Geoffroy Lejeune avait eu le tort de qualifier Geoffrin de gauchiste. La réponse à gauchiste, c'est droitard. Bon, la réponse que Geoffrin a opposée, c'est fasciste. Finalement, après, il a reconnu que l'accusation était infondée, mais Lejeune n'a pas du tout apprécié à juste titre. Bon, ben ça c'est pareil. Donc la réduction ad Hitlerum, c'est ramener tout à cette période-là et nazifier les gens, c'est lamentable. Évidemment, on en est aussi victime. Hein. Quand on défend notre identité européenne, on peut être attaqué ainsi. Ah, vous êtes païen, comme les nazis. Ben non. À chaque fois, je réponds, bon, vous m'indiquerez le nombre de temples dédiés à Thor ou à Odin construits en Allemagne entre 1933 et 1945. Je vous aide, 0. Ah, vous êtes pas une européenne que les nazis. Ah bon
Non, l'idéologie nazie, c'est une idéologie nationaliste allemande, qui veut dominer l'Europe au nom du peuple allemand, considéré comme un peuple supérieur. Une idéologie qui considère les Latins et les Slaves comme des sous-hommes, ou en tout cas comme des Européens secondaires, et qui persécute et massacre les Européens aussi, au nom de leur, à cause de leur confession religieuse. Bon, bah ça, c'est pas l'Europe, désolé de le dire. Et donc, là aussi, l'accusation est ignoble. C'est une accusation qui, finalement, sous-estime les crimes commis par le bolchevisme et par le fascisme. Parce que si, finalement, l'Union européenne actuelle en est la nouvelle version, bah, ça ne tient pas beaucoup debout. Donc tout cela est absolument honteux et lamentable. Il faut respecter l'idéologie des gens, les combattre quand on doit les combattre, mais avec des arguments sérieux. Voilà, l'Union européenne n'est pas une version nouvelle de l'Union soviétique ou du Troisième Reich, c'est faux, c'est un mensonge, point. Ceux qui jouent ça sont ou bien des incultes, ou bien des gens malfaisants. Quel est l'intérêt de ce genre d'argument? Qu'est-ce que ça peut convaincre? Ça convainc une seule chose, l'inculture des gens. Voilà. Parce que pour dire ça, il faut ne rien connaître ni à l'Union européenne, ni à ses régimes totalitaires. Non, l'Union européenne est ce qu'elle est, peut nous déplaire, mais elle n'est absolument pas totalitaire. Tout le contraire, elle est mollassonne. Elle n'est pas du tout animée par une idéologie autre que une vague, on va dire, mode globaliste, qu'on retrouve partout, y compris dans les élites américaines. Voilà, c'est tout. Donc ces arguments-là sont minables. Quand Poutine dit que finalement le camp d'en face est nazi, c'est lamentable, mais quand des gens traitent les autres de nazis, c'est pas mieux. Voilà. Et ceux qui comparent Poutine à Hitler, c'est pas mieux non plus. Hein, c'est ridicule. Tout cela n'a pas de sens. Ces arguments-là doivent être rejetés du débat. Et il faudrait vraiment que ça sorte des esprits. Parce que c'est insupportable de ramener tout à ces époques-là. Alors ça n'a aucun rapport, mais vraiment aucun rapport. Faut arrêter ce discours-là. Là, j'entendais Sandrine Rousseau expliquer que le Rassemblement national est un parti fascisant. Bah, sur quelle base elle se base pour dire que c'est un parti fascisant? Moi, j'aime pas le Rassemblement national, vous le savez, mais quel rapport avec le fascisme? Aucun. Bah, aucun rapport. Quand bien même, il y a 50 ans, parmi les fondateurs du Front National, il y a eu des gens qui étaient des survivants de cette époque-là et qui avaient fait le mauvais choix. C'est vrai, on le sait, dans les années 70, Victor Barthélemy, Roland Gaucher et compagnie. Ok, on est en 2023. Bon, il faudrait peut-être se mettre à jour. Donc ça, ces arguments totalitaires, ces arguments diabolisants, on n'en veut plus dans le débat.